Donc, on est de retour. Euh, alors, on en était, en fait, tu nous parlais du fait que le fait de revenir en France après le Pérou, tu étais vraiment parti avec maintenant la conviction de regarder ton mental. Voilà, tu étais sur cette Ouais, réflexion-là. tout à fait. Regardez mon mental parce que je me suis retrouvée donc dans cette situation où j'étais seule, un peu seule avec mon mental et puis avec ma fille qui avait 3 ans surtout. Et c'était la première fois depuis que j'étais jeune adulte en fait que j'étais vraiment seule, c'est-à-dire sans compagnon euh, et à devoir gérer un quotidien seule. Et Mm, donc, quand je parle de gérer le quotidien, c'est pas seulement gérer les tâches du quotidien, mais c'est aussi gérer toutes ces peurs, en fait, mm, toutes ces peurs et ces angoisses tout seul, quand on n'a pas d'autres adultes avec qui en parler, avec qui, voilà. Et moi, je sais que cette expérience péruvienne était une expérience qui m'a montré à quel point j'avais besoin de sécurité. Puisque le papa de ma fille avait une situation aussi économique, financière stable et très bonne, que ce soit pour le Pérou ou pour la France d'ailleurs, qui m'a pendant 5 ans permis de ne pas me préoccuper une seule seconde pour tout ce qui était survie matérielle. mm, Et donc là, je me suis retrouvée ben, à l'inverse. Donc, ce qui caractérise beaucoup ma vie, c'est des passages comme ça, assez frappants d'un mode de vie à un autre, d'un extrême à un autre en fait. Et donc bah là, je suis allée explorer ça et toutes ces pensées qui pouvaient m'envahir la nuit, notamment quand je me réveillais, j'ai vraiment essayé de mettre le plus de conscience possible sur tous ces phénomènes d'insomnie, voilà, d'angoisse nocturne, et puis de revenir en fait à cette paix intérieure qui finalement moi, me caractérise, mais je pense caractérise la plupart des gens au-delà de tous ces filtres et de tous ces voiles. mm, Et donc, j'ai passé plusieurs années seule, sans être en couple, donc avec ma fille, qui ont été ben, des années très formatrices pour moi, puisque bah, tout ce que j'avais un peu, comme je le disais, mis sous le tapis avait été exacerbé par ou mon séjour au Pérou ou mon retour du Pérou. Et là, j'avais enfin, bah, la vie me proposait de prendre enfin le temps. Et donc, c'est pendant ce temps-là aussi de l'après-retour où j'ai décidé de me lancer dans une activité pro indépendante, donc entre guillemets de prendre ce risque de l'indépendance, notamment au niveau financier, ce qui m'a permis quand même de à la fois explorer ce qui en moi avait du mal à rentrer dans le cadre mm, à accepter d'avoir des horaires, d'avoir des temps de vacances déterminés, tout ce genre de choses. Et pour me rendre compte qu'il n'y avait pas de formule magique en fait, qu'il n'y avait pas de solution miracle, qu'on pouvait aller vivre à l'autre bout du monde en croyant fuir, par exemple, voilà, ou des blessures, ou voire même, voilà, un mode de vie, et puis en fait revenir ici et puis se rendre compte rien n'est parfait nulle part et que tout revient toujours, nous invite toujours à revenir à nous et à ce qui motive en fait nos décisions de départ, nos décisions de retour, nos décisions de choix de vie dans un sens, dans un autre, notre choix de partenaire, voilà. mm, Donc, j'ai eu recours pendant ces années, en tout cas sur le Pérou, pour réussir à vivre et à mieux comprendre ce qui se passait. J'ai eu recours quand même à une constellation familiale qui m'a vraiment réconciliée avec mes parents, qui a été courte, mais pour moi très intense parce que j'ai eu très peu recours aux thérapies, que ce soit alternatives ou autres. Et donc, pour moi, c'était vraiment très constructif. mm, Et puis, à mon retour en France, bah, je me suis remise à faire de la musique qui,
pour moi, constitue aussi un recours, entre guillemets, parce que je peux pas l'appeler recours, mais vraiment quelque chose qui me permet d'être en connexion, en fait, avec plus grand que moi, quoi, quand je suis dans la musique, et à m'ouvrir une dimension qui n'est justement pas celle de la personnalité, mais vraiment celle de l'être connecté, quoi. Mm. Ok, donc on a vu quand même que ça a été une période où tu as brassé pas mal d'émotions. Donc il n'y en a peut-être pas une qui domine, ça dépend de chaque grande période en fait, avec qui ou avec quoi ou ce qui se passait. Euh, Est-ce que tu as d'autres sources qui te viennent? Tu as parlé de la musique, la constellation familiale. Quand tu es revenu par exemple ici, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont aidé? Alors oui, je me suis pendant je peux pas cacher que pendant ces années où j'ai été seule et où j'étais justement dans cette exploration du mental et de mon rapport à lui et de son rapport à moi, j'ai forcément été un petit peu euh, amenée à aller à droite à gauche. Donc j'ai eu un petit moment où je suis allée un petit peu dans l'astrologie. Hmm, Euh, je j'ai été amenée à suivre des enseignements alors de diverses personnes euh, pour finalement quand même euh, aller plus sérieusement vers un enseignant en particulier qui s'appelle Grégory Mutombo, hmm, dont les enseignements sont, je dirais, sont tranchants, mais euh, sont fondamentalement pour moi justes. Euh, j'ai également fait une retraite Vipassana que j'ai réalisée au bout d'un certain nombre d'années de retour. C'était très important pour moi justement dans cette exploration du mental, d'aller voir ce qui pouvait ressortir d'une retraite comme ça. hmm, Ça a été assez édifiant pour moi, en tout cas en termes de résultats immédiats. Pour moi, ça a été très fort, ce qui ne veut pas dire que je suis restée, disons, ancrée dans ce milieu-là, puisque il y a toujours une part de moi qui n'a pas voulu s'immerger dans ce qui était du domaine de l'égrégore, en fait. hmm, Voilà. C'est-à-dire que quand il y a une pratique, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé aussi, mais je me suis formée au Reiki quand j'étais au Pérou. Ça, c'était un de mes recours aussi, hein, hmm, euh, qui m'a beaucoup aidée sur le moment, qui aujourd'hui que j'utilise plus aujourd'hui, hmm, même si j'ai continué à me former en étant revenue en France, et qu'il y a un moment donné où j'ai pensé à pratiquer de façon professionnelle, mais il y a toujours une part de moi qui a conservé une forme de prudence par rapport aux pratiques, aux méthodes qui pourraient être englobées dans des égrégores trop forts. Ce qui est le cas pour moi du Reiki, ce qui est le cas de Vipassana. Donc l'enseignement en tant que tel, hein, certains préceptes, certains enseignements sont pour moi tout à fait euh, d'actualité, et je les utilise d'une certaine manière au quotidien, sans passer forcément par une pratique particulière, codifiée, hmm, comme ça peut l'être avec le Reiki par exemple. hmm, Voilà, donc je suis pas restée forcément une méditante tous les jours, hmm, quotidienne, comme c'est encouragé hein, avec Vipassana, mais, je sais que c'est un outil, que la méditation peut être un outil à certains moments de ma vie, sans forcément me connecter à cette méditation en particulier. Et ça m'a aussi beaucoup ouvert à cette conscience que nous sommes nos propres guides et que chacun d'entre nous, en fait, peut avoir ses propres méthodes en fonction véritablement de ce qu'il ressent être juste dans l'instant, qui ne va pas forcément être codifié la même chose tout le temps et qui va passer par une nouveauté dans le regard et dans le ressenti. hmm, Et justement, pour moi, souvent, toutes ces méthodes et toutes ces pratiques peuvent avoir
ce côté un peu enfermant euh, qui fait qu'on on se cantonne en fait à certains gestes, à certaines procédures, à certains moments, voilà, et qui nous coupe en fait de l'instant présent. Et l'instant présent, justement, nous demande d'être neuf à chaque instant, et donc à être dans cette capacité d'aller contacter ce qui est en nous, la sagesse véritablement en nous, qui sait exactement ce dont elle a besoin au moment voulu. Mm. Euh, voilà. Est-ce que c'est OK pour la période adulte? Alors, pour quand même terminer avec cette période adulte, pour arriver jusqu'à aujourd'hui, Ouais, je vais venir sur aujourd'hui, on va vraiment faire un petit focus sur aujourd'hui. Donc, ouais, voilà. d'accord. Bah alors c'est bien, ouais, ouais. Ok, parce que voilà, on va quand même faire un focus sur aujourd'hui, parce que maintenant, ben, tu sais pas l'avenir. Là, on a fait vraiment avec le regard actuel sur ton parcours passé. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelque chose qui est le plus difficile ou est-ce qu'il y a un défi que tu aurais à relever? Alors le défi à relever, si on peut parler de défi, pour moi, c'est de recontacter mon être intérieur et de déposer les masques, quoi. Hmm, Euh, Donc voilà, depuis quelques mois maintenant, donc j'ai un compagnon, Clément, avec qui on a la chance de s'être retrouvés euh, après probablement bien des existences à se chercher. Et on a créé un groupe de musique qui véritablement est justement un écrin de réceptivité et de ce de cette vibration en fait d'amour dans laquelle on baigne au quotidien sans pour autant s'en rendre compte. Et puis aussi, on a créé une chaîne de podcast où on diffuse nos podcasts qui se déroulent dans le même type de réceptivité, c'est-à-dire voilà, avec une ouverture à ce qui vient sur des sujets qu'on prédétermine évidemment, mais qui ne sont pas fomentés par le mental et qui véritablement nous permettent nous-mêmes en fait d'apprendre euh, de cette source en fait d'information universelle aussi dans laquelle on baigne, hein, qui est aussi hmm, de l'amour. Et, et évidemment, dans ces deux collaborations que j'ai avec Clément, et puis dans la vie quotidienne, en fait, qui est faite aussi d'une activité professionnelle qui me permet d'être en contact avec beaucoup de monde, en fait, je sens qu'il m'est demandé au quotidien d'accepter de parfois ne pas être apprécié, ne pas être hmm, aimé, euh, pour pouvoir être dans ma vérité, en fait. hmm, Mon parcours de vie, moi, me montre que j'ai beaucoup, je pense, voulu être aimée. Et comme je pense la plupart de l'humanité, hmm, mais que on a des stratégies différentes pour ça, que moi, ma stratégie, ça a pu être le consensus, beaucoup, l'acceptation de choses inacceptables, ce qu'on pourrait appeler une tolérance, mais une tolérance qui mène à un oubli de soi-même. Et que aujourd'hui, pour moi, le défi, c'est justement d'abandonner ce masque, quitte à ne pas être reconnu par mes proches, hmm, par toutes ces personnes qui me connaissent, entre guillemets, sans me connaître, puisqu'elles connaissent une part de moi, et que, étant une personne extrêmement sociable, il y a beaucoup, beaucoup de monde autour de moi qui pense peut-être me connaître. Et donc, j'ai déjà abandonné un petit peu. Je vois bien que le fait d'avoir abandonné le masque de la voyageuse, par exemple, pour celui-ci qui est très identifiable, par exemple, hein, forcément, il y a des gens qui ne me reconnaissent plus parce qu'ils ne m'ont connu qu'à travers ça. Ils ont envie de me connaître à travers ça. Et je vois à quel point c'est difficile aussi pour l'autre pour de modifier, d'accepter en fait, hein, de voir celui qui est en face comme différent de ce qu'il voudrait. Donc forcément, ça rend pas la tâche facile hmm. pour celui qui souhaite abandonner ses masques. Et ça, voilà, je le vis au quotidien. Il y a des jours où je sens une forme de
de fatigue, en fait, presque de désespoir, parce que voilà, a posteriori, je vois que ça n'a pas été simple. Et puis, voilà, je sais aussi que le jugement, c'est le piège de l'ego aussi, hein. C'est de venir juger ce qu'on fait pour mieux le détruire, quoi, et rester, en fait, entretenir, en fait, toutes ces images, ces personnages qu'on a construits au fil de sa vie, quoi. Mm. Voilà. Donc ça, c'est le défi, un gros défi. Gros défi. Je pense que c'est le défi de la vie, mais Ce que j'allais c'est dire, très. finalement, c'était peut-être en filigrane sur tout ton parcours. Ouais, oui, parce que mon parcours me démontre que j'ai cherché à endosser beaucoup de personnages dans ma vie. Comme je l'ai dit, hein, j'ai Mm. été, voilà, à un moment, je suis musicienne, j'étais voyageuse, photographe, conférencière, écrivaine, et je vois que toutes ces expériences qui font que je suis bien incapable de répondre à la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mm. Et qui, d'ailleurs, souvent est une question qui me permet justement, moi, de mettre l'autre face à son besoin de définir, hein, à travers une activité professionnelle ou à travers ce qu'on peut faire. Donc, ça me permet toujours moi, de revenir à cette qualité d'être et non pas de l'illusion du faire. Mm. Mais je vois bien que ça a été une stratégie en fait. Ça a été une stratégie pour moi pour aller explorer un peu tous ces personnages et me dire j'ai aimé faire ça. J'ai aimé être photographe. J'aime être musicienne. J'ai aimé ou j'aime encore être voyageuse. Mais je ne suis pas ça en fait. Mm. C'est absolument pas c'est pas moi en fait. Je veux dire, Oui, tu t'accroches c'est à pas moi. à l'image, quoi. Voilà, c'est un moi, c'est ce que je dirais, ce qu'on pourrait qualifier comme Grégory Moutombo, le fait de petit moi, hein, qui peut Mm. faire mal quand on le prend, hein, quand on reçoit un Mm. petit moi, mais qui en réalité, c'est tout à fait juste, c'est-à-dire que c'est pas le soi avec un grand S, quoi. Mm. Voilà. Alors, du coup, quelles sont tes ressources actuellement pour relever ce défi? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce qu'il y a des choses, hein, tu as dit pas trop le faire, mais bon, qu'est-ce que tu fais pour être? Ou tes Alors, ressources, hein, voilà, des gens ou des... Voilà, ça peut être... ben justement, alors, cette collaboration, ces deux collaborations qu'on a avec Clément, moi, m'aident beaucoup, que ce Mm. soit à travers la musique, avec notre duo qui s'appelle Harmony, ou avec notre chaîne de podcast, Les Voix de l'Esprit. Et puis, tous ces échanges qu'on peut avoir. Euh, Ne pas fuir, en fait, ne pas Mm. fuir l'émotion, pour moi, c'est quelque chose, la sensation et l'émotion. Pour moi, ça y est, j'ai réussi à y mettre de la conscience. C'est-à-dire que quand je ressens quelque chose de désagréable, parce que c'est essentiellement ça, hein, Mm. évidemment, quand on est dans la joie, on n'a pas forcément envie de se couper de la joie, quoi qu'il y a quand même des stratégies hein, du mental qui viennent couper hein, la joie. Mais bah moi, voilà, c'est d'accueillir en fait ce qui vient, ce qui est senti et, d'identifier toutes les parts de moi qui veulent remettre la responsabilité sur l'extérieur. Mm. Donc voilà, sur quelqu'un qui aurait dit quelque chose, fait quelque chose, sur une circonstance, voilà, un événement de la vie. Et de prendre le temps. Alors prendre le temps de la sensation sans la juger, ça pour moi c'est devenu primordial quoi. C'est-à-dire pas forcément essayer de savoir pourquoi, d'où ça vient, à quoi c'est relié, qui l'a déclenché, à Mm. quel moment, mais d'être vraiment d'abord dans cette acceptation de la sensation. Et puis ensuite, s'il y a des choses qui doivent être sues par le mental, elles viennent du cœur. Elles viennent du cœur et d'une part de nous qui va être en connexion, en véritable connexion. Et pour être en véritable connexion, il faut arrêter de se poser des questions. Mm. Pour moi, enfin de se poser des questions pour rassasier un mental qui veut absolument trouver des justifications à tout. Et donc laisser venir l'information et si elle vient, ben, c'est qu'on en a peut-être besoin à ce moment-là et si elle vient pas, d'accepter qu'elle pourra venir à un autre moment. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas mettre de conscience en fait sur ce qui se passe. Et, mais parfois, on ne peut pas tout comprendre dans un premier temps et d'être avec soi.
avec soi, ça peut être, disons, une première étape qui dégage le chemin, quoi, en fait. Mm, C'est vraiment ça que j'ai comme image, quoi. D'enlever un peu sur nos chemins, ben, après tout ce qui est croyance, peur, et tout ce tous les voiles, en fait, hein, de l'ego, et ben, c'est de pouvoir cheminer avec un peu de visibilité et de lumière, quoi, qui peut nous parvenir et qui peut faire que le chemin s'élargit vers bah, des perspectives qu'on ne peut même pas imaginer, hein, quand on est mm, vraiment enfermé dans son histoire. Et moi, ma vie me démontre tous les jours que si je m'accrochais à l'histoire, si je m'accrochais à tout ce que j'ai fabriqué là pendant toutes ces années, je je pourrais pas faire ce que je fais aujourd'hui, par exemple, professionnellement, parce que pour beaucoup, ça peut être considéré comme une régression. Parce que voilà, l'être humain se met tellement en fait de barrières dues à ses croyances, dues au fait qu'il pense qu'il faut absolument qu'il évolue dans un sens et pas dans un autre. Euh, et même dans les milieux spirituels, c'est très très fort, toutes ces croyances qui font qu'on s'empêche en fait d'accueillir ces parts d'ombre, on s'empêche de les vivre, on s'empêche de vivre ces sensations, euh, voilà, soi-disant qu'on est quelqu'un d'éveillé ou en tout cas en recherche d'éveil, quoi. mm, Et ça, c'est à mon sens ce qui nous mène vers un autre extrême. Mais l'idée étant toujours de revenir au centre. mm. Et du coup, par rapport à ce défi ou là où tu en es aujourd'hui, est-ce qu'il y a une émotion qui domine? Alors, en fait, moi, je me sens plus véritablement dans le monde des émotions. C'est-à-dire que je sens que maintenant, il y a quelque chose de très stable en moi, Mm, qui est une véritable joie, que j'ai recontactée, qui n'est pas cette joie peut-être un petit peu ingénue et un peu papillonnante que j'ai connue dans mes jeunes années de lycéenne, euh, qui est vraiment une joie beaucoup plus profonde, mature, sage. mm, Parce que je pense vraiment qu'on peut allier voilà, sagesse et joie. Et je sens qu'effectivement, je peux avoir des émotions qui, voilà, je vais recontacter dans certaines situations, circonstances, des émotions que je connais bien parce que c'est des sursauts de l'ego qui viennent voilà me dire bon bah ça tu vois t'as pas tout à fait encore dissous mais t'es en voie. Donc c'est des émotions qui sont dans des proportions moins fortes. Ça veut pas dire que ça ne m'arrive pas d'être dans d'une vraie crise émotionnelle, mais c'est pas une émotion qui dure en fait. C'est mm, pas quelque chose qui me maintient dans un état de tristesse comme ça aurait pu être dans mon mm. enfance ou de joie justement un peu disproportionnée comme ça l'était plus tard ou de colère constante. Voilà, je n'ai pas une émotion qui prédomine, qui s'est installée dans mon quotidien. À À part la part joie. cette joie qui, pour moi, n'est pas une émotion, mais un état. Mm, Véritablement. Pour moi, je fais vraiment la différence maintenant mm, entre les deux. mm. La joie pour toi, c'est le ciel bleu et les émotions, c'est les nuages qui passent. Oui, on pourrait dire quelque chose comme ça, voilà. Mais ça ne veut pas dire que le ciel n'est pas bleu au-delà des nuages. Mm, mm, c'est ça. Tu vois, c'est ça. C'est Mm, qu'en fait, exactement. voilà, il passe et puis le ciel reste bleu. Donc la joie, elle est toujours là, sous-jacente, même quand il y a des petites contrariétés ou des plus grosses contrariétés ou des vraies plongées, mais qui font que la conscience étant là et surtout la volonté ferme, en fait, de vivre. L'émotion et d'aller vraiment au cœur de la blessure, bah, je sais que de toute façon, ces nuages vont passer, donc la joie, elle ne peut pas ne pas être là, sous-jacente en fait. Ok. Alors là, tu viens de faire un petit peu une rétrospective de ton parcours de vie. Est-ce que ça a éveillé quelque chose? Je sais pas, une émotion ou une pensée, ou est-ce qu'il y a quelque chose que tu as envie de partager du fait d'avoir exposé comme ça ton parcours de vie en sachant, comme je disais tout à l'heure en off, que, il y a un biais par rapport aux questions que je pose. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort? Bah moi quand je parle de ma vie, j'ai souvent l'impression de parler de la vie de quelqu'un d'autre.
mm, C'est-à-dire que il y a une distance naturelle qui s'est mise, euh, que j'ai toujours eu assez naturellement quand même, je dois dire, parce que je me sens assez peu identifiée en fait. Je m'identifie assez peu à ce que je vis. Et ça a toujours été, c'est pas un effort de ma mm, part. Alors c'est vrai que ça m'a beaucoup interrogée. Aujourd'hui, je suis vraiment très en gratitude d'avoir ce que je pense être quand même une capacité de distanciation par rapport à ce que j'ai vécu et à ce que je vis. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que je, il y a, ce qui reste en fait, c'est cette joie et cette gratitude de faire cette expérience. mm, euh, qui est une expérience de chaque minute en fait, hein, qui n'est pas seulement des expériences disséminées au cours d'une existence et qu'on raccorde avec des fils, mais qui est véritablement l'expérience de ce présent, quoi, mm, euh, qui prend cette forme pour moi aujourd'hui et maintenant. Donc c'est toujours ça qui prévaut quand j'ai l'occasion de pouvoir revenir. Voilà, alors c'est vrai que je me suis aperçue en relatant un petit peu des choses du passé qu'il y avait des moments qui pouvaient rester imprimés dans ma mémoire comme étant plus douloureux et dont j'ai moins envie de parler. Et notamment la vie enfin les 5 ans que j'ai passé au Pérou. Et pour moi, je sens que j'ai moins envie d'en parler. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui demande encore à être écouté, à être vu, mm. pour pouvoir être dissous, pour que l'identification à cette période-là se dissolve. D'accord. Voilà. Et j'ai connu des sentiments à ce moment-là qui étaient de l'ordre de la victimisation, Mm, très très forts, et que j'ai trouvé très désagréables, mm, extrêmement désagréables. Quand j'y repense, même, c'est des choses peut-être qui pourraient encore, je dirais pas m'ébranler, mais je sens qu'il y a quelque chose en moi là qui est pas tout à fait, qui est pas tout à fait dissous avec ça, qui est pas tout à fait regardé pleinement en fait. ok. Donc voilà ce que ça peut faire naître. C'est des petites choses qui vont me Mm, demander d'aller voir, mais que je sais hein, déjà étant nécessaire d'aller voir, puisque j'ai l'occasion aussi au quotidien de ressentir des choses et ça me permet moi de, de me laisser ouverte à ce que les liens se fassent et à ce que les compréhensions se fassent. Et je me rends compte aussi que parfois ça passe juste, comme je disais, par une compréhension qui se fait subitement et sans qu'il y ait forcément intervention du mental et que quelque chose lâche, sans qu'on ait fait rien pour ça. Un vrai lâcher-prise, quoi, qui se fait. Mais ce vrai lâcher-prise-là, il se fait quand on accepte aussi de ne pas tout vouloir expliquer, tout vouloir contrôler, parce qu'encore une fois, tout vouloir comprendre, c'est le mental qui veut contrôler, quoi. Quand on accepte qu'il y a une part de nous qui aspire à la maîtrise et non au contrôle, et que cette maîtrise, elle passe justement par l'abandon du contrôle, ben voilà, ça, c'est super. magnifique. Alors, du coup, avant de terminer, est-ce que tu pourrais nous partager, si ça te vient spontanément, trois thérapies, démarches ou des rencontres hein, qui ont été déterminantes dans ton parcours de vie? Tu as parlé tu vois, il nous reste 10 minutes, donc je sais pas, je Alors, sais que tu as parlé de Grégory, Motumbo, voilà, tu as parlé de oui, ta constellation, mais bon. moi, pour moi, c'est un petit peu difficile de répondre à cette question parce que euh, tout a été déterminant dans ma Oui, vie. oui, c'est ça. Tout a été déterminant puisque ce sont des portes que j'ai ouvertes et qui m'ont permis d'aller ouvrir d'autres portes. Mm, Et même si aujourd'hui, par exemple, comme je te le disais, je ne pratique plus le Reiki et je ne me connecte plus à cet égrégore, je ne peux pas renier le fait que cette porte m'ait à un moment donné permis d'accéder à une part de moi, qui elle-même m'a permis d'accéder à une autre part de moi. mm, Donc je ne peux pas négliger ces passages-là. ok. Et surtout, j'ai absolument aucunement envie d'influencer d'autres personnes parce que ce qui a pu être parfait pour moi à un moment donné de mon parcours ne le sera absolument pas pour quelqu'un d'autre. Mm, Donc c'est vraiment très difficile, même dans les enseignements, je ne suis pas, je dirais, à 100% ni investie, ni complètement moi-même en résonance avec ce qui est dit.
C'est pour ça que moi-même, je n'ai jamais cherché à avoir ce que certains pourraient appeler de maître spirituel ou de guide spirituel, parce que je pense être mon propre guide et que il y a des personnes qui évidemment sont déterminantes dans ma vie, et c'est le cas de mon compagnon actuel, Clément, euh, parce que je sais que c'était des retrouvailles d'âme qui étaient déjà programmées et qui nous ouvrent forcément en fait une dimension de nos êtres qui sont qui ne sont pas insoupçonnés, mais en tout cas du fait de ces retrouvailles nous permettent d'y accéder de façon pleine et entière et en résonance l'un avec l'autre, hein, ce qui amplifie aussi Mm, ce- cette, cette communion en fait avec nos propres êtres, quoi. mm, Mais en termes de pratique ou de thérapie, ou voilà, je sais qu'à un moment donné, j'ai été tentée, par exemple, de parler de Vipassana. J'en ai même fait on en avait fait un podcast où, voilà, j'avais très envie de relater mon expérience de Vipassana, ce qui a été fait et qui peut-être peut aider certaines personnes qui auraient cette envie ou cet appel. Mais voilà, moi, à ces moments-là, c'était l'expérience parfaite mm, à laquelle je n'ai pas non plus envie de m'accrocher, mm. comme étant révélatrice ou comme étant indispensable. Voilà. Parce qu'il est très facile aussi dans le milieu spirituel de tomber dans le dogme, Ah oui. de tomber dans le prosélytisme. On le sait, hein, ce que ça a donné avec des grands messages venus des cieux qui ont été complètement voilà, déformés par le prosélytisme, les dogmes. Donc, Mm. voilà. Ok. Alors, est-ce que tu aurais une devise dans la vie à nous partager? Devise à partager. Ben, que- j'aime cette devise, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux, Mm, parce que je pense que c'est vraiment ce à quoi j'aspire en fait. mm, Là, j'ai abandonné la devise j'y vais donc j'ai peur donc j'y vais, qui a été la mienne pendant de très nombreuses années et j'ai compris aujourd'hui que c'était terminé pour moi, mm, que voilà, que ça avait constitué une façon de fonctionner pour moi, mais que ça l'était plus. mm, Et que bah, la connaissance de soi, enfin pour moi tout passe par la connaissance de soi et par l'honnêteté en fait, l'honnêteté, la sincérité vis-à-vis de soi-même euh, pour, euh, pour pouvoir bah, l'être au monde quoi et offrir le meilleur de ce qu'on est, enfin de ce qu'on est oui de ce qu'on est avec un E majuscule hein, mm. véritablement, de l'être qu'on est venu incarner dans cette existence. Bon, ben super, tu vois, il y a le chat, tu le vois pas, mais il y a le chat qui est venu nous rejoindre pour écouter la devise. Ben voilà, écoute, l'interview touche à sa fin. Donc, je te remercie. J'espère que tu as passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment à t'écouter. Voilà, j'ai trouvé très riche et ouvrant ton parcours de vie et entre guillemets ce que tu en as fait. Mhm. Et donc, je te remercie d'avoir été là pour partager bah, ta vision de la vie et sur ton parcours. Euh, Écoute, je ne sais pas si tu veux dire une petite chose avant qu'on se quitte. Bah écoute, moi je te remercie Gladys pour Ah, cette initiative. merci. Voilà pour ce que tu partages de ton côté, avec beaucoup de foi et d'amour. Et bah, voilà, un grand remerciement à toi Eh ben, pour merci ça. beaucoup. Et puis, bah, écoute, bonne continuation. Je mettrai en lien tout ce qui correspond à ce que tu as cité, Harmonie, les podcasts et tout ça. Comme ça, s'il y a des Mhm. personnes qui veulent aller voir, qu'ils aillent jeter un œil. Et puis, bah, écoute, je te souhaite un bon week-end. Je te remercie Merci Gladys. À et à toi bientôt. aussi. À Merci. bientôt Gladys. Au revoir.